Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Sandrine, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Perrine. Donc on se retrouve pour la deuxième édition des Wogitech à Vivatech. Nous avions déjà enregistré un épisode l'an passé avec Solène de Soft Kids, avec ta fille Noémie, Sandrine Delage. Et aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Bardot, un de tes compères pour l'aventure Wogitech. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste, Wogitech? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Alors Wogitech, c'est le petit nom, le petit hashtag de Women and Girls in Tech, qui n'est pas une association, qui n'est pas un réseau. C'est vraiment un collectif d'acteurs engagés qui se sont retrouvés pour agir ensemble pour plus de mixité dans les métiers du numérique. Avec deux angles, un angle évidemment pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent réfléchir à leur orientation dans ces métiers incroyables de la tech, et puis évidemment pour les femmes qui peuvent se reconvertir. Et la marque de fabrique, eh bien, c'est de les réunir, ces deux générations. Elles ont besoin d'être ensemble. Quand elles échangent ensemble, en fait, pendant des événements, par exemple, c'est vraiment notre levier d'action. Il se passe quelque chose, c'est un moment d'émotion, d'écoute, et finalement, eh bien, il y a des déclics qui se font à la fois pour les mamans, des fois, et puis pour les jeunes filles. Donc si je comprends bien, tu as embarqué dans le mouvement autant des étudiantes, des futures étudiantes, des associations, des grands groupes. Comment ça se passe en fait? Qui compose ce mouvement aujourd'hui, ce collectif? Alors, j'ai envie de parler de mouvement parce que c'est vrai. En fait, ça fait mouvement. Au départ, c'était tout simple. C'était bien chez BNP Paribas, parce que je suis BNP Paribas. On a organisé bien avec Simplon, avec l'association Digital Ladies and the Life, et puis après Bicomtech, des ateliers de code pour les collaboratrices, leurs filles, la fille de leur voisine. Et elles sont venues. Et à cette occasion, on a pu leur expliquer les parcours à la fois internes et externes. Donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, eh bien, le collectif s'est agrandi. C'est-à-dire chaque fois qu'on a un événement phare comme à Vivatech, et évidemment il y a un ensemble d'entreprises. Donc là par exemple il y a Air Liquide, il y a Orange, il y a Microsoft qui participent, et puis d'autres, les associations, tout l'écosystème des associations, les intrépides de la tech, par exemple Emma, pour ne citer que Emma. Et en fait on fait des ateliers, et là c'était un peu la nouveauté, c'est qu'on a fait les ateliers sur les différents stands au travers d'une chasse au trésor qu'on a concocté pour les jeunes, pour puisqu'ils puissent oser aller sur les stands, poser des questions et découvrir à la fois la tech et puis aussi le sujet de la mixité. Et quel est le trésor? Alors ça, il y a plusieurs trésors, dont des places de cinéma de BNP Paribas par exemple, mais toutes les entreprises ont donné quelque chose. Mais le trésor le plus important, évidemment, c'est de pouvoir s'amuser. Le samedi était vraiment dédié à cette fête de la tech, à ce côté joyeux en tout cas que j'aime, ce côté joyeux qui évite d'avoir trop peur et qui permet de se lancer, alors qu'en général la tech, il y a un petit côté froid, c'est pas pour moi, c'est que des geeks, et qui justement décourage les jeunes filles. Donc ça, c'était vraiment le volet du samedi. Et puis du mercredi au vendredi, en fait, les entreprises ont joué le jeu avec des corners RH, des ateliers de mentoring pour justement plutôt réfléchir à faciliter l'accès au premier emploi, qui est toujours la marche aussi difficile pour ces jeunes filles ou ces femmes qui se reconvertissent, qui ont fait l'effort de se former, qui maintenant cherchent un stage ou une alternance. Alors on parle de mouvement, on parle d'organisation, mais ma conviction, et c'est vraiment la raison d'être de Canary Call, c'est qu'au départ, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des initiateurs. Et donc, je suis très curieuse de bien comprendre finalement comment vous vous êtes rencontrés
Et quelle est l'origine de cette démarche? Je saurais pas dire exactement ce qui a déclenché. Il y a eu un faisceau, je pense, parce que c'est pas Montaigne et la Boétie, hein. C'est pas parce que c'était elle et parce que c'était moi, mais il y avait une petite évidence quand même parce que donc Simplon est engagé sur la formation, la féminisation de la tech. On est un organisme de formation, on a 40% de femmes, on est à fond, donc on était déjà sur les mêmes terreaux. Simplon travaillait déjà avec BNP Paribas, avait déjà formé des développeuses qui travaillaient à l'IT de BNP Paribas. L'IT de BNP Paribas en partie est à Montreuil et Simplon est à Montreuil, donc il y avait une proximité géographique. Et moi j'avais rejoint en tant que ally, en tant qu'allié, les Digital Ladies, NLI. Oui, mais voilà. je me souviens très bien donc, de l'événement de lancement. À lancement. De Camp et tout ça. Et donc en fait, quand tu mets tout ça, en fait, forcément on est tombé l'un sur l'autre. Et puis voilà, ça a été un peu la résonance évidente. Donc immédiatement, moi j'ai adoré le côté intergénérationnel parce que Simplon fait aussi des choses en milieu scolaire, mais l'idée de faire de l'intergénérationnel avec des salariés et leurs enfants, leurs nièces, nous on faisait ça où c'était les demandeurs d'emploi qu'on forme, qui donnent des cours de code à des gens en primaire, en collège, mais l'idée de l'intergénérationnel en mêlant l'entreprise à tout ça, moi je trouvais que ça amenait, c'était la boucle était bouclée quoi. Il y avait l'école primaire, le collège, le lycée, l'organisme de formation, les entreprises qui recrutent, mais aussi les collaboratrices dans les entreprises qui peuvent se reskiller. Donc c'est une chaîne de valeur parfaite. Et puis après on a fité personnellement aussi. On a, je crois que ce qui nous rejoint aussi, c'est qu'on est un petit peu geek sur les réseaux sociaux, donc beaucoup sur Twitter. Twitter, on dit que le numérique ça sépare les gens, mais je pense que ça crée des belles rencontres aussi. C'est pas toi qui va dire le contraire. Et donc voilà, après une fois que tu allumes la mèche, tu sais pas ce qui va se passer. Et puis voilà, on en est là. Oui, parce qu'on parle de fêtes, de collectifs, mais finalement rassembler, mobiliser. Là, c'est la 2e édition, bravo, dans le cadre d'un énorme événement Vivatech, avec des organisations qui sont parfois lourdes quand on doit embarquer et mobiliser un grand groupe, les connecter avec des plus petites structures engagées. Donc on va avoir les process, le lobbying au sein d'un grand groupe, mais on va avoir aussi le manque de temps. Enfin, Simplon, j'imagine, tu as combien de salariés ou... On est 300, on est dans 24 pays, on a 130 écoles, effectivement, mais c'est vrai que... Et t'en es le dirigeant et tu donnes 4 jours là sur cet événement, donc ah oui, et puis avec plaisir, parce que c'est très. Mais il y a 2 choses aussi qui nous rassemblent, je pense, avec Sandrine, c'est le côté collectif, de faire à plusieurs, parce que là aussi, elle comme moi, on n'est pas dans nos couloirs de nage, on est joueur, on est collectif, et puis il y a un petit côté hacker aussi, il y a un petit côté débrouillard, parce qu'elle le dit pas, mais elle a hacké sa propre entreprise. Au début, c'était une initiative un peu personnelle, un peu machin, Digital Ladies et tout. Maintenant, il y a je sais pas combien de mètres carrés à Vivatech sur le stand de BNP Paribas qui est WooGitech. Et nous, c'est pareil, en fait, Vivatech, on leur a dit la première édition, vous allez voir, on va faire 2-3 trucs. En fait, on a pris le pouvoir. WooGitech était un des hashtags les plus suivis sur Vivatech. Je pense que ce sera pareil cette année. Donc, il y a un petit côté aussi hacker, quoi. J'adore hacker. Tu sais qu'il y a aussi le hacker, être hacker, enfin le cœur. Ça me tient à cœur. C'est un hacker, mais c'est le cœur. Oui, parce que ça a embarqué quand même 200. Il y a quand même 200 personnes qui ont été mobilisées. Là, ce qu'on a fait, même que sur le stand BNP Paribas, c'est 70 ateliers à peu près, avec autant de speakers. Moi, ce que j'ai vraiment, enfin, ce qui me fait vraiment plaisir dans ce collectif, c'est aussi des différences de point de vue, au sens que quand on est dans une grande entreprise, souvent, parce que tu disais les RH ou l'IT, on va prendre toujours les profils qui nous ressemblent. Et je trouve que ces rencontres avec Fred et puis les associations, c'est de se dire, en fait, nous, on n'est pas des chasseurs de tête, c'est pas ça qui nous intéresse. On va pas chercher les grands profils, 10 ans d'études, 5 ans d'expérience. Nous, on veut vraiment mettre ces postes-là pour tous les profils et ouvrir l'entreprise en se disant que tout le monde a sa chance. Et moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, qu'il n'y avait pas d'études d'école informatique, en fait, les entreprises recrutaient tous les profils. Il y avait une diversité dans les équipes IT qui était absolument incroyable. Et je trouve qu'avec les années, c'est devenu quelque chose pour une élite. Et vraiment, ce travail qu'on a fait avec les associations, et quand moi je parle de ce qu'on fait, à chaque fois on replace. Moi, je veux pas chercher à remplacer le geek, tu sais, le jeune homme bac+5 hyper intelligent par la femme bac+5 hyper intelligente, blanche aussi, en général. Donc en fait, ce qui me
pousse, c'est pas que pour les femmes. À travers les femmes et cette diversité-là, c'est toutes les diversités qu'on veut faire bouger. Je suis tout à fait alignée avec ton témoignage, car ça fait maintenant plus de 20 ans que je recrute dans le milieu du digital et de l'innovation. Et c'est ce qui m'a attirée dans le recrutement dans le digital quand j'ai commencé dans les années 2000 et quelques. C'était le domaine dans lequel on pouvait pousser, mettre en avant des profils out of the box, en tout cas qui n'avaient pas forcément suivi la voie tracée et qui pouvaient accéder aux entreprises du CAC 40. Vraiment. Et c'est vrai que maintenant on arrive à une autre phase. Tu as complètement raison. Et j'ai l'impression aujourd'hui que ce point d'ouverture pour des profils différents, en tout cas qui cherchent leur voie professionnelle par le sens, par l'engagement, par l'envie de faire et de contribuer. Je le retrouve sur les sujets de transition écologique et solidaire, d'innovation engagée, où finalement on ne sait pas trop qui va être capable de faire ce qu'on n'a encore jamais fait. C'est l'Himalaya. Donc je suis tout à fait alignée avec ce partage-là. Finalement, arriver comme ça, organiser un événement en ouvrant un écosystème aussi large et en embarquant des coopétiteurs, c'est un des enjeux clés de la transition écologique et solidaire aujourd'hui. Quels conseils vous auriez envie de donner à ceux qui auraient des idées en tête et qui se sont pas encore lancés dans cet Himalaya, parce que je sais que j'ai bien conscience que c'est un Himalaya. Quels conseils vous leur donneriez pour lancer une initiative telle que celle-là et bénéficier de votre expérience? Je crois que l'engagement avec le cœur et les personnes, ça je pense c'est souvent comme ça qu'on commence une révolution, hein. C'est une histoire de personnes au début, tu l'as dit. Le fait de le faire avec cœur, avec engagement et de le faire en dépassant nos structures. Moi je suis Simplon, mais là quand je suis sur Boogitech, je suis Boogitech d'abord. D'ailleurs, vous avez tous les deux le t-shirt, il y a un uniforme Boogitech, on le voit un peu partout sur le salon, c'est vraiment chouette. Ouais, non mais c'est ça. On voit plus vos entreprises en fait. Ah complètement. Et puis là t'as pas les logos de Simplon, de BNP Paribas sur le t-shirt, tu n'as que Boogitech. Donc ça c'est un primordial, parce qu'en fait si tu fais pas ça, tu fais un truc, t'es un peu passager clandestin quoi. Tu fais un truc collectif, mais en même temps tu joues ton couloir de nage à toi. Donc ça c'est hyper important. Puis après moi je pense que les deux transformations dont tu parles, la transformation numérique et la transition écologique et solidaire, en fait c'est la même chose. Et qu'il y aura pas de transformation numérique s'il y a pas d'écologie et de social au cœur. Et donc en fait je pense qu'on fait le même métier quoi, le même combat, et que c'est la même transformation. Donc il faut la faire avec le même esprit, peut-être avec le même écosystème. Donc il faut les lier toutes les deux, parce qu'en fait il y aura pas d'avenir dans le numérique sur une planète morte, ou quand il y aura plus de silicium ou plus de néodyme, ou tu pourras toujours faire Vivatech, c'est mort. Oui, complètement. Il y a ce sentiment d'urgence. Enfin, toi, je sais pas ce qui te motive. Je ne saurais pas dire pourquoi. Moi, c'est vraiment ce sentiment d'urgence depuis des années, avec la transformation digitale, la transformation effectivement climatique, sociale, qui se rejoignent. Et je crois que ce sont presque les mêmes acteurs qui sont engagés, et ça se croise très bien. Et on peut profiter, c'est presque triste à dire, mais c'est presque une opportunité finalement, en tout cas économique, par exemple pour les talents. Il y a un besoin tel. On parle de 1 million de postes non pourvus en Europe d'ici 2025. Donc en fait, il y a un tel besoin que cette contrainte est une opportunité. Bon, pour le climat, c'est plus compliqué de dire que malheureusement l'urgence, on n'a pas le choix, et que c'est difficile de le voir comme une opportunité. Mais c'est cet sentiment d'urgence qui fait bouger les lignes des différents acteurs. Plus personne ne peut rester indifférent à ce qui est en train de se passer. Enfin, Alors justement, par rapport à l'initiative Boogitech, en quoi c'est vraiment important d'ouvrir les métiers de la tech aux femmes, vraiment concrètement? Sandrine vient de le dire, il y a 1 million d'emplois qui seront non pourvus d'ici 2025, donc en fait il y a un besoin de main d'œuvre, tout bêtement, pour les entreprises, et se priver de 50% de l'humanité, c'est complètement suicidaire. En fait, ça a pas de sens.
Mais après, le numérique façonne nos vies, donc si c'est que des mecs qui qui sont à la manœuvre, bah il va manquer un peu des choses au bout, hein, ça va être biaisé. Donc ça, pour la société, c'est important qu'il y ait plus de diversité. Et puis après, Sandrine l'a dit aussi, c'est des métiers qui recrutent, qui sont ultra bien payés, où tu commences junior, mais après tout de suite ça grimpe assez vite parce que c'est des expertises qui sont très recherchées. Donc pour les candidates qui sont en reconversion ou qui sont à Pôle emploi, bah c'est une super opportunité. Donc ça coche vraiment toutes les cases. Donc c'est vrai avec Sandrine, on se le dit des fois, ou même en conférence encore ce matin, quel est le rationnel qu'il peut y avoir à pas ouvrir et à pas embaucher plus de femmes? On n'arrive même pas à comprendre, ça n'est pas rationnel. C'est que culturel, c'est des stéréotypes, des biais, et donc c'est un non-sens économique, sociétal et individuel, quoi. Dans mon activité, à travers mon activité de coaching professionnel et de recrutement, j'entends beaucoup et de plus en plus, et voilà, ça va être une lapalissade aujourd'hui, mais l'urgence et l'importance pour chacun et chacune de pouvoir faire rejoindre ses convictions avec son métier. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à s'élancer dans les métiers de la tech et chercher à faire rejoindre ses convictions et son métier? Autrement dit, comment en fait les métiers de la tech peuvent contribuer positivement à la transition urgente dont on parle? Bah, en tout cas, la tech, c'est notre vie. C'est juste notre vie de tous les jours. On l'utilise tous les jours. Donc déjà, être des citoyens éclairés sur ce que peut faire, ce doit faire, ne pas faire la tech. D'ailleurs, j'aime beaucoup Aurélie Jean qu'on suit d'ailleurs tous les deux parce que justement, elle est toujours dans cette approche de dire tous les trois, tu peux m'appeler. Tous les trois, et comme toi aussi, de se dire qu'on n'a pas besoin d'être technicien pour justement juger parce que la tech c'est un outil. Donc en fait, il est soit pour le bien de la société, soit au contraire, c'est un outil négatif pour la société. Donc on a déjà ce premier niveau où tout citoyen on doit s'intéresser à la tech parce que c'est vraiment important de se positionner sur la vision de la société que l'on veut. Et puis tout ce qu'on fait, il y a forcément de la tech. Donc il faut absolument investir ses métiers pour être pilote. Catherine Barba disait d'être capitaine de sa vie, capitaine de ce qui va se passer. Il faut choisir, il faut pouvoir décider, il faut pas laisser les autres décider à sa place. Donc franchement, c'est le digital et la tech. Quand on y est, on peut faire bouger les lignes et faire décider et faire pousser l'orientation en disant non, je veux pas une tech comme ça, je veux une tech qui soit contributive à la société et à la planète. Et c'est possible, hein, rien que l'analyse de toute façon des données de la planète nous permet de connaître sa santé et d'agir aussi. Donc on a besoin de données, on a besoin d'analyse, on a besoin de solutions et on a besoin de gens qui aient cette vision éthique et qui font rejoindre la tech comme un outil au service de la société, de l'être humain tout simplement. Finalement, pour être dans ce que tu dis, pour être un citoyen éclairé ou une citoyenne éclairée, il faut comprendre comment fonctionne la tech, les leviers de la tech, les freins, les opportunités, les limites, les points de vigilance. Ouais, exactement. En 2014, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Lire, écrire, compter, coder ». Et un an après, ce qui n'a rien à voir avec mon livre, il y avait du code à l'école, du CP à la 5e. Donc les gens maintenant font du Scratch et du Python. Mais c'est pas pour faire des graines de développeurs pour l'industrie du numérique, c'est pour faire des citoyens qui savent passer derrière l'écran et qui subissent pas et qui se disent quand j'appuie sur entrée ou quand je clique sur un lien, il se passe des choses. Donc ça c'est très très important. Après ce que je sens moi c'est qu'il y a une espèce de petite bataille en ce moment entre la transformation numérique, c'est délétère pour l'environnement, donc en fait c'est le mal, et les entreprises aussi c'est le mal, et en fait il faut être dans la sobriété, et donc ça veut dire haro sur la technologie, etc. Ça s'est jamais passé comme ça dans l'histoire de l'humanité. Le numérique est une partie du problème, mais c'est aussi une partie de la solution. Et tu parlais de recherche de sens. Moi, je connais bien le monde des développeurs et des gens de la tech. Les gens veulent pas produire du numérique pour qu'on s'envoie des photos de chats ou des trucs qui servent à rien ou des serpillères connectées ou je sais pas quoi. Ils veulent que le numérique serve à quelque chose. C'est une ressource critique non renouvelable, le numérique. Il y a un moment, il y en aura plus du néodyme ou du silicium. Donc en fait, même dans ces métiers-là, le côté je fais des robots qui servent à rien ou je me mets dans le métavers et en fait ça produit pas de valeur et en fait ça nous coupe de la vie. Je pense que ce numérique-là a aucun avenir parce que en fait on parle de la même transition. Donc ça aussi c'est une manière de dire aux jeunes filles et aux gens dès leur formation ou aux entreprises, on a besoin de vous pour faire un numérique
responsables, pas juste pour faire du numérique pour du numérique. Le numérique est pas toujours la solution à tout, hein. Donc c'est un débat qui est passionnant, mais là encore on le fera avec les gens du numérique et avec les entreprises, pas contre. C'est votre point de vigilance? Moi, mon petit canary call, c'est ça. En ce moment, je me dis, il y a pas les bons et les méchants. En ce moment, il est de bon ton de dire, je sais pas, Total, BNP Paribas, je sais pas, Facebook, machin, tout ça, c'est pas bien ou je sais pas quoi. C'est des acteurs qu'il faut faire bouger, qui sont en train de bouger, qui n'ont pas attendu pour bouger parce qu'ils ont des salariés, des clients, etc. Ils sont une partie de la solution. Donc moi c'est mon petit souci en ce moment. Il y a une partie du monde auquel j'appartiens, l'économie sociale et solidaire, qui est en train de se radicaliser dans le sens de on est plus pur que d'autres acteurs. Mais la solution, elle viendra pas des purs et personne n'est jamais vraiment pur. Donc moi je pense que je vais me radicaliser aussi sur le fait qu'on a besoin de tout le monde dans l'équation. Les gouvernements n'ont pas la solution, les entreprises n'ont pas la solution, les ONG n'ont pas la solution. Ça viendra de tout le monde en même temps. Et il faut pas se tirer dans les pattes, en fait, se dire les entreprises c'est le mal, les ONG c'est le bien, et le gouvernement je sais pas quoi. Donc ça moi ce sera mon point de vigilance, c'est de regarder plus les trucs qui doivent converger et qui nous rassemblent plutôt que des choses qui vont nous diviser, quoi. Oui, puis c'est aussi ce que je constate à travers les interviews des Canaries avec le podcast. Finalement, ceux qui s'engagent pour transformer l'entreprise de l'intérieur ou de l'extérieur sont nombreux. Ils sont plus nombreux que ceux qu'on voit comme ça au premier abord. Donc, il y a tous ces invisibles qui œuvrent ou qui ne se sont pas encore révélés, qui sont prêts à s'engager. Oui, puis pour compléter, personne au travail, enfin aucun collaborateur de nulle part. Enfin, je veux dire, chaque entreprise, ils arrivent le matin pour faire bien. Enfin, moi, je connais pas de collaborateurs qui arrivent le matin pour dire je vais faire quelque chose de mal. Donc, en fait, chacun veut faire le bien, mais c'est justement cette ouverture et ce lien qui permettent d'ouvrir la diversité des points de vue. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, la RH ou l'IT, ils veulent toujours faire bien, ils veulent embaucher des femmes. Mais s'il n'y a pas ce lien que l'on a, par exemple, avec Simplon, qui arrive avec un autre point de vue, on est dans l'entre-soi. Donc, eux, en pensant faire bien, ils vont pas forcément penser justement à la diversité des profils. Quand on les embarque dans un collectif, qu'on présente ce qu'on fait, qu'on fait rencontrer aussi les personnes, parce que sinon on est dans sa bulle, hein, mais quand on va rencontrer sur le terrain ces jeunes filles, ces personnes qui se reconvertissent, à chaque fois c'est une découverte en disant mais ils sont juste géniaux et j'ai envie de les embaucher. Donc en fait, chaque fois qu'on fait le lien, on rapproche de la réalité des personnes qui veulent chacun mais un peu dans son coin faire le mieux possible et qui des fois ne font pas le mieux possible parce qu'ils n'ont pas cette ouverture. Donc moi mon canary call c'est justement pour éviter cette radicalisation, il faut donner les moyens aux uns aux autres de sortir de son espace enfermant, il faut casser les bulles, aller à la rencontre de ce qui se passe et là les liens se font et on arrive à faire des miracles. Et du coup, c'est extrêmement satisfaisant pour tout le monde et valorisant pour toutes les parties. Donc c'est vraiment ça. En tout cas, moi ce qui me motive, c'est d'agir et de voir que il y a des Simploniens, des Simploniennes qui rentrent chez BNP Paribas, des décodeuses qui rentrent chez BNP Paribas et du coup là vraiment on a quelque chose de fort et de transformant parce qu'une fois qu'ils et elles sont là, ça change le regard, ça change le stéréotype et dans quelques mois on se posera même plus la question de savoir est-ce qu'il faut juste un bac+5 pour rentrer chez nous. Non. Vous sortez de 4 jours d'événements à Vivatech, des ateliers, des rencontres, des prises de parole, de la coordination, des bugs, des succès, de nouvelles idées. Comment vous vous sentez ? Je pense qu'on est fracassé, on est content mais fatigué. Et je pense que si on prend pas le temps de se reposer, on va tout de suite enchaîner sur le coup d'après. Et il faut laisser aussi le temps aux choses de retomber, à la poussière de retomber. Donc j'espère qu'on va se laisser le temps de se reposer, de se remettre en énergie. Et puis après, on continue. Bah oui, complètement. Alors déjà, ce qui est super, c'est de voir, ça fait des mois qu'on l'a rêvé, on l'a fait.
Et moi, cette phase de voir vivre ce qu'on a fait, de voir surtout le sourire des gens, des personnes, l'envie. Moi, c'est ça qui me motive. Puis, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on se pose. Et puis, à chaque fois, on essaye de rester dans le hack, d'aller toujours un peu plus loin. Donc, il y a toujours une phase de création, mais il faut qu'on soit aussi, qu'on arrive à cadrer, à écrire, à proposer finalement presque une offre pour que les entreprises puissent s'en saisir ou d'autres personnes. Nous, en fait, on donne un espace, mais on fait tout pour pas tout avoir à organiser et au contraire, donner confiance aux autres de le faire. Et vous avez besoin de quoi pour continuer et que on puisse finalement se retrouver l'année prochaine pour un nouveau point de bilan de l'aventure Wogitech et que ça ait progressé comme vous le souhaitiez en fait, ou même plus que vous l'imaginiez? De quoi avez-vous besoin? Alors besoin, envie, parce qu'une fois c'est l'envie. On est encore, j'allais dire, alors c'est génial parce que tout le samedi est quasiment dédié sur le sujet, mais ça reste encore le samedi. Il y a un petit côté, les femmes, c'est la diversité, c'est un petit peu le sujet philanthropique presque. On a commencé à essaimer des graines sur les journées plus business. C'était la première fois vraiment d'ailleurs, et j'ai vraiment envie d'explorer plus l'année prochaine. Mon rêve, ça serait vraiment que la chasse au trésor, d'une certaine façon, on la fasse en journée business, et que vraiment pour chacun et chacune des entreprises, c'est un sujet de société, c'est un sujet majeur, c'est un sujet de stratégie. Et là, on aura relié tous les points et on donnera justement cette vision for good qui est vraiment intégrée dans la stratégie totalement. Mais je pense qu'on va le faire. Oui, moi je rêve qu'on trouve. Moi, je voudrais qu'on trouve toutes les Sandrine Delage de toutes les boîtes, tu vois, et trouver tous les Fred de toutes les assos et voilà, et qu'on élargisse ce collectif-là dans une dynamique collective. Parce que la tendance, c'est vrai que ce qui nous fait peur, c'est que bon les gars, les filles, en fait vous vous débrouillez très bien. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Vous nous dites et puis nous on vient. Ben non, en fait, un collectif, c'est voilà, il faut que les gens amènent, il faut qu'on soit challengé, il faut qu'on nous dise bah voilà, cette édition c'était bien, mais ça allait pas, moi je l'aurais pas fait comme ça, et qu'on ait qu'on ait plein de gens qui viennent contribuer, que ça nous échappe complètement, et qu'effectivement les gens floquent eux-mêmes leurs propres t-shirts, et qu'à la fin on arrive dans un événement où on n'a rien organisé, et en fait il y a un truc sur Wogitech. Ça, moi alors là j'adorerais. Ah oui, c'est ça. C'est le truc suprême, tu sais, où t'es dans le lâcher prise complet. C'est ça. Nous, on est dans le lâcher prise, en fait, complètement. Que le mouvement est pris, en fait. Le mouvement est pris, que les gens s'autorisent, le font, et en fait, ils le font très bien, ils le font différemment de nous, et ça sera très bien. Et oui, ça sera la vraie réussite de Wogitech. Donc, ceux qui veulent nous rejoindre, venez avec vos idées. Et venez avec les propositions de ce que vous pouvez faire déjà dans votre écosystème et utiliser tout ce qui existe pour aller plus vite dans votre démarche. Merci beaucoup pour la rampe de lancement. C'est la fin de Vivatech. C'est samedi soir. On se quitte sur quelle musique, quel titre? Moi, du funk, de la musique afro-américaine des années 70. Quel titre? Oh, je sais pas, un Diana Ross. Bon, moi, ce que j'aime bien écouter le matin, c'est ma terre. Donc voilà, il y a toujours ce message de les autres qui sont à côté de nous, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nous. Donc il faut qu'on avance ensemble et protéger notre terre. Merci. Bon week-end. Ouais, merci beaucoup. Fin de week-end. Merci. Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de